Il est maintenant l'heure donc d'accueillir Donatien Mourmand. Bonjour Donatien. Bonjour. Bienvenue au Fashion Green Days et merci de te joindre encore une fois à nous. Eh ben, c'est un grand plaisir pour moi. J'arrive pas à activer ma caméra, Guillaume, tu vas peut-être pouvoir me déconnecter. Très, très content de vous rejoindre. Alors, en attendant, je me permets de te présenter. Donc, tu es cofondateur de Tekin, une entreprise lilloise fondée en 2017 qui a développé une plateforme technologique et un modèle de production en circuit court qui permettent à l'industrie textile de se transformer et d'être plus efficace et moins polluante. Et tu travailles notamment avec l'entreprise, des entreprises qui viennent de parler ici, à savoir 1083, Lardou, TKKS, Petit Bateau, etc. On peut en venir maintenant à Petit Bateau par le biais de Jean-Marc Guillemet. Bonjour Jean-Marc. Ah, Jean-Marc n'est pas là. On a un petit... Ok, bah, je vais passer à quelqu'un d'autre, excusez-moi. François Lebas. Ah. Si, Jean-Marc, il me semble que Jean-Marc est là. Je le vois dans... Voilà. Voilà, c'est ça. Bonjour Jean-Marc, bienvenue, merci d'être parmi nous. Bonjour à tous. Jean-Marc, vous avez évolué au sein du groupe Rocher pendant 20 ans avant de prendre la direction en 2019 des opérations chez Petit Bateau, maison française donc iconique, fondée en 1893, qui crée, qui fabrique et qui distribue des vêtements du bébé à l'adulte et qui ne cesse d'innover pour maintenir notre savoir-faire français. Donc, bienvenue à vous. Je souhaitais passer à François Lebas, mais je ne sais pas si Guillaume, tu sais si François est là? J'ai envoyé un message comme on est un peu en avance, mais François ne m'a pas répondu. D'accord. Bon. Eh bien, pour le présenter, donc c'est un ingénieur commercial de marché industriel chez Epson France. Donc Epson, qui est une entreprise spécialisée dans l'impression, qui propose une impression textile numérique de pointe et qui veut donc proposer des technologies durables, innovantes et efficientes. Et je termine donc par Jean-Marc Viennot. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à tous. Bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition des Fashion Green Days. Avec plaisir. Pardon? Avec plaisir. Vous travaillez quant à vous chez Eura Materials, donc un service d'accompagnement des entreprises dont vous êtes directeur général et vous vous dites habitué donc au développement de nouveaux produits, à la gestion de projets recherche et développement et au déploiement de l'innovation, en particulier dans la R&D des textiles à usage technique, la 3D, etc. Et donc, je laisse de suite la parole à Guillaume Aelion. Bonjour Guillaume, pour modérer cette conférence et pour t'introduire en 2 mots, tu es directeur général de l'atelier Agi à Roubaix, qui est donc un atelier créé par Fashion Green Hub. Tout à fait, merci Mathilde. Alors effectivement, je vais animer cette table ronde et passer la parole aux experts qui sont autour de la table. Je ne vais pas revenir longuement sur le thème même de ces Fashion Green Days, sur l'enjeu fondamental actuel de la relocalisation. C'est vrai que tout le monde sait qu'on a délocalisé depuis très longtemps, notamment parce que le textile reste un métier très manuel et qu'il y avait un enjeu économique sur la différence de coût de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, et c'est l'objet de cette table ronde, les technologies permettent de faire évoluer ça dans un contexte qui lui-même est effectivement globalement plus favorable, avec un coût des transports qui s'est accru, un coût des matières premières qui n'est pas forcément très linéaire non plus. Mais ça donne quand même encore plus aujourd'hui de relais et de liens à cette évolution technologique qui permet, de manière plus sereine aujourd'hui, de relocaliser une partie de la production. Alors, pour entamer le sujet, je vais proposer à Jean-Marc Viennot de nous faire de nous introduire un peu le changement de paradigme, on va dire, dans lequel on est, apporté à la fois par le digital qui incombe et qui impacte tous les secteurs d'activité, mais notamment le textile, et puis ce lien digital, automatisation et les nouvelles machines, sur une introduction un peu contextuelle. Jean-Marc, je te laisse la parole.
Merci Guillaume. Alors, c'est toujours délicat d'introduire ce genre de sujet, surtout que tous les intervenants et on travaille, nous, avec déjà certains. Surtout quand j'ai regardé le titre au départ de la table ronde et qu'on se dit les technologies changent la donne quelque part. Historiquement, les technologies ont toujours changé la donne, et en particulier dans notre secteur d'activité. Donc, ça a toujours été un vecteur de développement économique, ça a été un vecteur de compétitivité accrue et d'innovation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va mettre derrière les nouvelles technologies, et je crois qu'il y a des exemples très précis qui vont être donnés après, et leur intégration dans nos PME du secteur textile au sens large, puisque comme l'a dit Mathilde en introduction, Eura Materials, même si Petit Bateau était membre et beaucoup d'autres du secteur de l'habillement, on est, nous, autant sur l'habillement que sur les textiles à usage technique, avec beaucoup d'applications justement dans l'innovation sur les textiles à usage technique. Mais le textile au sens large et les PME du textile au sens large sont aujourd'hui une nouvelle fois au travers de ces nouvelles technologies, orientées vers des moyens de développement d'activités nouveaux, vers l'augmentation de la compétitivité, et c'est aussi des sources d'innovation. Alors, Guillaume, tu as parlé dans ton introduction de la digitalisation des entreprises. On constate effectivement aujourd'hui des gros enjeux au niveau de cette digitalisation des entreprises, quelle que soit leur taille, et en particulier de nos PME du secteur textile, tant en production que sur la partie commerciale ou en termes d'organisation. On n'est pas sur simplement de la digitalisation de la production ou de l'automatisation. Et ça apparaît d'ailleurs, je faisais la remarque aussi, ça apparaît d'ailleurs aussi dans les cours des grandes écoles, avec des modules aujourd'hui de stratégie digitale. La stratégie digitale des entreprises apparaît comme un vrai sujet traité par tout le monde. Alors nous, pour peut-être étayer un petit peu l'introduction, dans le cadre de Eura Materials et de Clubtex, on a un certain nombre de projets d'entreprise aujourd'hui que nous avons accompagnés soit dans le cadre du plan de relance, soit dans le cadre des dispositifs d'innovation ou les dispositifs à suivre, puisqu'on parle déjà de France 2030. On voit que beaucoup de sujets, justement, sur l'automatisation et la robotisation. Alors, tu l'as dit, Guillaume, au service de la relocalisation, je reviendrai peut-être rapidement dessus derrière, relocalisation de certaines activités, en particulier de celles qui sont impactées par des prix marchés qui sont des prix relativement bas, donc regagner de la compétitivité. La robotisation qui est nécessaire à ce retour d'activité pour encore une fois, les produits à bas prix, pour trouver des modèles économiques qui vont répondre aux attentes du marché. Dans un deuxième temps, on a l'apparition des notions d'intelligence artificielle dans la détection des défauts. Sur nos métiers, c'est extrêmement important, que ce soit les tricoteurs, que ce soit les confectionneurs, que ce soit les tisseurs, les teinturiers, dans l'identification de la classification des fibres, ou encore dans l'agencement des couleurs, des tolérances coloristiques ou de la gestion des motifs. Donc, l'intelligence artificielle est quelque chose qui, aujourd'hui, commence à devoir être traduit pour être appliqué dans nos entreprises. La numérisation, au niveau des catalogues produits, intégrant les plans, les usages, les tarifs. On a une entreprise régionale qui a travaillé, par exemple, avec le pôle 3D et les étudiants de pôle 3D pour justement permettre de virtualiser non seulement les pièces réalisées, mais aussi les outils de production. Ils sont allés jusque-là pour pouvoir permettre à leurs agents à l'étranger et à leurs distributeurs de pouvoir faire des visites virtuelles de leur usine, pour avoir une notion de ce qu'est l'outil de production de l'entreprise en question. Et enfin, de la gestion et l'analyse des données, qui est, à mon sens, un point clé, car la maîtrise de la donnée est et sera primordiale à tout niveau. Certains intégrant aujourd'hui dans leurs projets industriels et ou d'innovation,
On a des exemples encore récents d'une entreprise qui est venue présenter un projet dans le cadre du comité économique et scientifique du pôle. Une structuration autour de la collecte, de l'archivage de la donnée, et de façon à aider à l'interface avec les autres maillons de la chaîne de valeur, mais aussi, bien sûr, avec le client. Et tout ça en visant à améliorer la qualité de réponse au marché et aux clients, bien sûr, l'amélioration du suivi, mais aussi de l'optimisation de la production et de l'action commerciale. C'est un point important parce que je pense que ça a démarré d'ailleurs par l'aval et c'est en train de remonter vers l'amont et en particulier sur nos entreprises de production textile. Bon, on constate de fait que cela sert dans certains cas à permettre un retour de certaines productions sur le territoire national ou sur le territoire régional. Dans d'autres cas, on constate que les nouvelles technologies contribuent à la simplification des process, permet l'intégration d'un des éléments de la chaîne de valeur chez les acteurs de l'amont ou de l'aval. Je crois que c'est un petit peu ce qui va être présenté derrière entre Petit Bateau et Epson, par exemple, mais pas que. On a aussi, nous, dans des produits à usage sanitaire ou médicaux, les producteurs d'implants, par exemple, qui intègrent des technologies de stérilisation, alors qu'avant, c'était tellement compliqué et tellement risqué que c'était fait par des entreprises spécialisées. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, telles que par exemple le CO2 supercritique, permet d'intégrer à d'autres éléments de la chaîne de valeur ce genre de technologie. Pour moi, on constate deux approches. Les outils et les technologies qui entraînent le changement ou la nécessité ou la volonté de changement qui est rendue possible par ces nouvelles technologies et comment dirais-je, les technologies nouvelles qui doivent s'adapter aux besoins des entreprises et au marché. Alors, je pense qu'il faut aussi noter que toute technologie, et tu avais dit dans les discussions qu'on avait pu avoir qu'il y avait aussi l'accompagnement du changement, et dans notre secteur d'activité, mais c'est d'ailleurs valable pour toute l'industrie, tout ça, ça doit aussi s'accompagner de la formation. On oublie souvent qu'il y a cette dimension humaine et que la formation doit être adaptée à l'évolution technologique pour les salariés de l'industrie concernée. Et ces technologies sont aussi vues, ces nouvelles technologies sont aussi vues comme une nouvelle attractivité pour notre filière. Je discutais avec des confectionneurs qui disaient, mais finalement, on n'arrive pas à attirer les gens parce qu'ils voient la couturière, ils voient nos métiers, ils voient, puis dans d'autres maillons de la chaîne de valeur textile, je vais simplifier en disant ça pue, ça fait du bruit, c'est sale, etc. Alors qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de technologie, quand tu parlais d'un changement de paradigme, c'est aussi pour les jeunes un moyen d'attractivité. Parce que quelque part, on peut dépasser une image relativement rétrograde et négative. Alors, je vais conclure avec deux réflexions. La première, c'est qu'on a beaucoup parlé ces dernières années, je sais que nous, au niveau du pôle et de Clubtex, on a fait les premiers ateliers il y a à peu près 7 ans sur l'industrie 4.0 et l'usine du futur, en se posant la question avec l'ensemble des industriels de la filière textile sur quel impact, qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce que ça veut dire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça a évolué avec certaines dimensions qui prennent le pas sur d'autres. Tout ça, ça a souvent été perçu, et ça a été un frein pour certaines PME, ça a été perçu comme étant une nouvelle révolution industrielle. Bien sûr, il ne faut pas rater le train, mais d'un autre côté, je pense que ce n'est pas une révolution, c'est des évolutions. Et c'est des évolutions parfois successives qui vont permettre à nos entreprises de répondre à la fois à cette adaptation nécessaire pour être compétitive et performante, mais aussi qui vont leur permettre de venir toucher de nouveaux marchés, de venir intégrer de nouvelles technologies. C'est de l'évolution. Les tricoteurs, ils le savent très bien, les tricoteurs vont rester avec des métiers à tricoter, mais qui seront peut-être plus automatisés, plus performants, avec peut-être moins d'action humaine, avec plus de contrôle, parce que je disais tout à l'heure, l'IA va solutionner un certain nombre de choses, mais ça restera de la bonne tri. Et je vais prendre un exemple par rapport à ça. Il y a 7 ans, on a beaucoup travaillé sur la fabrication additive.
Et la fabrication additive, il y avait des gens qui venaient nous voir, y compris des clients, des denteliers, des bonnetiers, etc. Donc, des gens très en aval de la chaîne de valeur et qui disaient, mais la fabrication additive, l'impression 3D, c'est le métier à tisser, le métier à tricoter, le métier rubanier de demain. On va pouvoir tout faire et on va même faire des produits, des robes, des slips, des je ne sais quoi, en fabrication additive et en impression 3D. Bon, 8 ans après, on n'en parle plus. Je ne dis pas que ce n'est pas une révolution dans certaines industries pour la fabrication de petites séries, de pièces à très haute définition dans la métallurgie, dans la mécanique ou je ne sais quoi, oui. Mais dans notre activité, c'est plutôt aujourd'hui un moyen, on le voit comme étant plutôt une évolution vers de la complémentarité ou de l'association entre la fabrication additive et les supports textiles. C'est l'addition des deux ou la fabrication additive sur le textile qui permet d'apporter des nouvelles fonctions ou des usages avec peut-être justement une évolution performante. Et enfin, en dernier lieu, notre métier, c'est quand même un métier de savoir-faire et de compétences humaines. Et il ne faut pas qu'on oublie que les nouvelles technologies, elles passent quand même par la maîtrise de l'homme. Et nos métiers restent un métier où la main est primordiale. Et ça, on ne le remplacera jamais par des machines. Merci Jean-Marc. Alors, effectivement, j'ai bien retenu, je trouvais ton intervention intéressante. Effectivement, la conduite du changement, comme la transformation digitale, comme l'arrivée de nouvelles technologies, est quand même éminemment humaine, toujours. Le cœur d'une entreprise, la valeur d'une entreprise, c'est quand même ses hommes. Donc, effectivement, c'est un sujet fondamental. Et effectivement, comme tu l'as dit, l'impact technologique dont on parle, il a un impact à la fois sur le client, et aujourd'hui, il est indispensable d'être customer-centric dans tout ce qu'on fait. Il a un impact sur les data. Les data, effectivement, c'est ce qui permet de faire de la marge demain. Donc, effectivement, c'est très important d'être data-centric. Et puis, on l'oublie souvent, il faut être collaborateur-centrique, c'est-à-dire qu'effectivement, les apports qu'on peut faire pour les collaborateurs, dans ce que tu disais sur l'amélioration globalement des conditions de travail et de l'attraction, notamment dans le textile qui souffre un peu aujourd'hui d'un déficit d'attractivité, c'est effectivement intéressant. Donc, ouais, c'est les 3 leviers, je pense, assez classiques d'une entreprise, mais sur lesquels aujourd'hui les nouvelles technologies ont un impact important. Merci beaucoup pour cette introduction contextuelle éclairante. Alors, je vais passer la parole à Jean-Marc Guillemet. On va essayer de passer dans des illustrations pour tous les gens qui nous regardent un peu plus concrètes de ces changements en profondeur. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'illustrations étaieront ton propos, Jean-Marc, qui était effectivement assez bien placé, une bonne transition d'un Jean-Marc à l'autre. Merci pour la transition. Et effectivement, on va parler techno, mais on va parler humain. Pour commencer, ce que j'avais envie de dire, c'est que on se met en titre que les technos changent la donne, mais j'aime rappeler que les technos, elles ne sont qu'au service d'une vision et qu'au service d'enjeux prioritaires que nous nous sommes fixés. Donc, c'est important déjà d'avoir fixé très clairement là où nous voulons aller et quels sont les enjeux prioritaires que nous nous sommes fixés. Chez nous, chez Petit Bateau, et en particulier au niveau des opérations de l'outil industriel intégré que nous avons, on a très clairement défini nos enjeux qui sont d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et en particulier en améliorant notre réactivité, notre flexibilité et enfin d'améliorer notre empreinte environnementale, de travailler sur toute la dimension RSE. Et ce, évidemment, sans aucun compromis sur la qualité, sur la durabilité historique de nos produits. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, pour illustrer un petit peu le propos et fixer les challenges associés à ça, quand tu parles de réactivité, c'est à la fois la réduction du time to market, mais aussi la réduction du lead time en cours de saison, et d'un niveau où il y a encore 2 ans, nous ne produisions rien en cours de saison. Nous nous sommes fixés pour ambition de fabriquer quasiment la moitié de nos productions en cours de saison et en réduisant fortement le lead time, puisque nous visons 4 semaines de lead time moyen avec une possibilité de descendre à 2 semaines.
C'est des niveaux très importants par rapport à ce que nous faisions il n'y a pas longtemps encore. De la même façon, sur la partie RSE, on a des enjeux très ambitieux en termes de réduction des consommations d'eau, des consommations électriques sur notre site troyen. On a déjà fait un gros bout de chemin ces dernières années, mais on veut vraiment accélérer et aller encore beaucoup plus loin. Alors, une fois qu'on s'est fixé cette vision, une fois qu'on s'est fixé ces objectifs prioritaires, comment on fait? Quelques illustrations. J'ai choisi ce soir de vous parler de 3 exemples qui ne sont pas au même niveau de maturité, pour montrer aussi que finalement, il y a plein de choses à faire. Et puis, je parle souvent de matrice d'opportunités. La roadmap n'est pas toujours parfaitement définie parce que c'est aussi en fonction du contexte, en fonction des opportunités. Une fois qu'on a un cap final clair, qu'on négocie chaque vague et chaque saut de vent, comme on dit chez nous. Alors, puisqu'on a parlé humain, Jean-Marc parlait d'humain tout à l'heure, ouais, j'ai envie d'y revenir et de dire qu'on se parle de techno, mais il y a d'abord des humains. Et le premier exemple pour nous, c'est de tester un outil de gestion des compétences au niveau de notre atelier de confection, un outil digital qui doit nous permettre de gérer de manière beaucoup plus, j'allais dire, conviviale, collaborative, la façon dont nos opératrices de confection sont évaluées au niveau de leurs compétences. Alors pourquoi faire ça? On se parle de réactivité, donc forcément on se parle de plus de polyvalence entre groupes de confection au sein d'un groupe de confection parce que des plus petites séries, donc nécessairement un suivi plus détaillé des compétences et une amélioration de la polyvalence de chacune. Et puis c'est aussi une approche, j'allais dire, humaine, de proposer un meilleur accompagnement de chacune. On forme des gens, on doit les faire progresser et on doit veiller à avoir en permanence des parcours de progression adaptés, j'allais dire, à nos personnes et à nos besoins. Donc voilà, nous sommes en train de tester sous forme de POC un outil qui doit nous permettre de gérer plus finement ces compétences. J'ose dire que la première vertu de poser dans un atelier ce genre d'outil, c'est de se dire, mais au fait, quelles sont mes compétences? Quelles sont les compétences clés d'un atelier de confection? Et après, comment je forme mes gens à ces compétences, comment je les évalue, comment je les maintiens en meilleur niveau. Voilà un premier exemple avec une start-up qui nous accompagne là-dessus pour faire un POC sur une partie de l'atelier de confection. Et évidemment, ça aura, si succès, vocation à être implémenté sur l'ensemble de nos métiers au sein de l'usine. Le deuxième exemple que je voulais vous citer concerne la partie qualité matière. On tricote, on teint, on imprime maintenant, et j'y reviendrai, et on ennoblit nos matières. On a très clairement des défauts qualité sur nos matières qui subsistent et qui sont pris souvent très en aval de la chaîne de valeur. On a des enjeux donc financiers souvent très importants. Et puis, quand je vous parlais de réactivité précédemment, une matière mauvaise, c'est un PF en retard. Donc, on a évidemment des enjeux très importants à capter les défauts qualité au plus tôt et de manière un peu plus automatisée que ce qu'on peut faire en designing classique, le visitage manuel classique. Donc, on est aussi en train de tester à la fois en sortie de nos séchoirs et aussi au niveau de nos métiers à tricoter, du visioning caméra associé à de l'intelligence artificielle derrière pour exploiter ces data en temps réel et être capable de piéger le plus en amont possible les défauts. Et évidemment, charge à nous après d'agir, d'analyser, d'agir sur les root causes et de faire en sorte qu'on ait de moins en moins ces défauts. Là aussi, ce sont des POC, du travail avec des sociétés qui démarrent plutôt sur le sujet ou qui ont déjà un petit peu de bouteille. On essaie plusieurs solutions pour progresser sur ces sujets-là. Et le troisième exemple, qui lui est beaucoup plus concret, puisque la machine est arrivée et est opérationnelle dans notre atelier, c'est la mise en place d'une imprimante numérique qui nous permet donc
de produire nos imprimés en impression numérique directement dans notre usine à Troyes. Et ce, donc, sur la maille qui est notre matière de prédilection. Donc, c'est un projet qu'on a lancé l'année dernière et qui a abouti ces dernières semaines grâce à Epson, et je laisserai François après rebondir sur le sujet, mais on a effectivement installé et mis en production ces derniers jours une grosse imprimante Epson pour imprimer nos matières, ce qui nous permet, quand on se parle de réactivité, d'avoir au dernier moment la capacité, sur base d'un fond d'impression, j'allais dire beaucoup plus neutre, sur lequel on a pris beaucoup moins de risques, d'être capable en quelques jours d'imprimer, puis après derrière de couper, de confectionner, de remettre sur le marché les produits plébiscités par les clientes, d'où les objectifs dont je vous parlais tout à l'heure, d'être capable en 2 semaines de remettre des produits sur le marché avec cette partie impression et cette partie confection. Il est évident que ce genre de techno nous permet aussi de réduire notre time to market de manière très, très conséquente. On estime que de à peu près 3 mois de mise au point d'un imprimé sur une techno classique, en 2 semaines, on va être capable de développer de nouveaux imprimés, ce qui nous permet de gagner en TTM et très certainement aussi demain j'allais dire, de débrider la créativité sur tous ces sujets-là. On est aussi fiers des résultats environnementaux que ce genre d'équipement permet par rapport à de l'impression plus classique, aussi bien en termes de consommation d'eau, en consommation électrique, et puis évidemment en termes de réduction de nos incours en matière. On a pris le pari de réduire à minima de moitié nos incours en matière grâce à cette techno, ce qui forcément a un impact très, très, très positif sur l'environnement. Donc voilà, 3 exemples avec comme vous le voyez, des niveaux de maturité différents, mais qui nous permettent vraiment d'être en chemin, je dirais, d'avoir intégré des technos et puis de progresser vers les objectifs que nous nous sommes fixés, en n'oubliant jamais que derrière tout ça, il y a des hommes, il y a des femmes. Je vous ai parlé d'un logiciel de gestion des compétences. Quand on intègre une machine d'impression numérique, c'est là aussi des opérateurs qui, chez nous, n'avaient jamais fait ça et qui sont partis en Italie pour se faire former, aussi bien les gens de maintenance que les gens de production, et sont capables en quelques semaines de maîtriser un équipement qui jusqu'alors leur était complètement inconnu. Donc c'est assez génial d'être capable d'intégrer la techno sur nos sites de production et puis de voir nos équipes qui progressent aussi avec ces nouveaux outils, qui en comprennent l'intérêt et puis qui ont envie d'aller de l'avant sur tous ces sujets. Voilà pour un premier éclairage, puis je reste ouvert à toutes les questions qui pourraient être posées par la suite, et je pense que Donatien pourra compléter sur toute cette partie réactivité et production à la demande. Merci beaucoup pour ce partage. Alors, avant de passer la parole à François, justement, pour détailler un peu ces évolutions, notamment sur l'encre et sur ce côté très écologique que tu as décrit, j'avais quand même une question à te poser. 1 an pour un projet, on va dire, aussi structurant que ça, c'est pas long quand même. Ça a été quoi, un peu à marche forcée, ou quand même tu as réussi à emmener dans le fond les gens dans ce cheminement-là, dans ces changements-là, assez facilement ou... Oui, ça a été assez rapide. Ce qui est important, c'est de bien structurer le projet, d'avoir une équipe projet engagée, mais ça, chez Petit Bateau, on n'a jamais de mal à ça. Donc, oui, ça nous a permis d'aller assez vite. Je pense que de toute façon, on n'a pas le choix. Et plus ça dure longtemps, moins ça a de chances de réussir. Donc, les équipes Petit Bateau se sont mobilisées. On a eu la chance de travailler avec des partenaires qui ont été dans ce même tempo. Et ça, c'est fondamental. Il y a eu 50 personnes au sein de Petit Bateau qui ont travaillé sur le sujet, tous métiers confondus. Et puis, nos partenaires de machines, de locaux, puisqu'on a construit aussi un nouvel atelier pour accueillir cette machine. Il y a eu vraiment une mobilisation de tous pour réussir dans les temps que nous étions fixés.
Très bien. En tout cas, bravo, parce que c'est sur une entreprise comme Petit Bateau et sur un projet aussi structurant, c'est quand même assez remarquable que ça arrive à tenir un rythme aussi rapide. Voilà, je voulais passer donc la parole à François dans cette continuité, pour rebondir sur les propos de Jean-Marc et sur l'imprimante. Voilà, pour nous expliquer un peu en quoi justement les évolutions technologiques, notamment sur les encres et sur l'impression, sont comme ça en train de faire évoluer et faire bouger fortement les lignes, notamment sur le volet écologique, bien sûr, qui est un sujet fondamental. Oui, oui, alors Guillaume, et puis en plus, comme disait les Jean-Marc, c'est qu'en fin de compte, si on veut arriver à relocaliser et à proposer une solution efficiente chez les clients, ben, il faut innover pour rendre le process, l'impression beaucoup plus simple, beaucoup plus sûr, beaucoup plus durable. Et je pense que c'est des facteurs clés de succès. On parlait d'accompagnement, de formation, de simplification. C'est l'humain qui est au cœur du système. Parce que si jamais on le fait contre les équipes, si on n'explique pas, s'il faut le faire avec, et vraiment accompagner. Mais pour accompagner, il faut aussi pouvoir développer des technologies qui soient simples et qui soient faciles à mettre en œuvre. Moi, je prends l'exemple de Petit Bateau. La recette technique, c'était le 23 juillet. Ils ont fermé pendant un mois. Ils se sont donc remis sur l'impression au mois de septembre et ils ont donné le go, je crois, fin septembre. Ça veut dire qu'en un mois, ils ont appréhendé complètement. C'est pas juste l'impression, c'est tout le process. Ça veut dire que c'est le traitement des fichiers jusque la sortie machine pour que ça puisse passer en produit fini. Donc, c'est voilà, en un mois. Donc, quand Jean-Marc Guimet parle de motivation et d'une task force importante, une motivation groupée chez Petit Bateau, voilà, c'est ça. Donc, ça fait vraiment plaisir et je pense que c'est nous, en tant que partenaires, que fournisseurs, on propose des solutions qui se veulent les plus simples et ils ont su justement mettre tout en œuvre pour que ça marche. Alors, pour pouvoir ces solutions les plus simples possibles, il faut innover. Et puis, pour l'innover, il faut investir. Donc, pour information, chez Epson, le budget R&D, c'est 460 millions d'euros annuels. C'est un dépôt de 20 brevets par jour. Voilà. Donc, et cette innovation, elle est focusée à travers les 17 objectifs de développement durable de l'ONU, voilà, que nous soutenons. Parce que derrière, je pense que si l'innovation n'est pas durable, elle n'est pas créatrice de valeur, quoi. Donc, c'est assez dommageable pour tout le monde et aussi pour ce secteur du textile qui, s'il veut relocaliser, il doit être le plus durable possible. Et c'est des valeurs qu'on a vraiment vues qui sont vraiment portées fort chez Petit Bateau. Alors, plus simple, plus sûr, plus durable. Je vais essayer de détailler ces trois thèmes-là. Plus simple, ça passe par une modification on s'aperçoit d'une modification des types de sociétés qui s'équipent en impression numérique. Ça veut dire qu'on va sur les machines, sur les 5 installations qu'on a eues là sur un an, sur les 12 derniers mois, il y en a 3. Ils ont intégré pour la première fois de l'impression, dont Petit Bateau. C'était pas sur leur chaîne de valeur. Ils ont tout de A à Z sur la maille. Il manquait ce maillon-là. Donc pour ça, il faut rendre des éléments le plus simple possible. Et puis il faut surtout innover pour améliorer l'accompagnement, simplifier. Et améliorer l'accompagnement, c'est former les équipes. Et puis c'est aussi leur donner des solutions qui permettent de pouvoir les accompagner à distance. Donc typiquement en innovation, c'est les lunettes Moverio qui permet de sécuriser les équipes. Donc, on a nos techniciens qui sont à la fois en France, sur Clichy, et puis les équipes Petit Bateau qui sont sur Troyes. Et à travers les lunettes de réalité augmentée, nous, on arrive à pouvoir voir ce qu'il se passe et les accompagner au quotidien s'il y a besoin. Et ça permet justement, je pense, à prendre en main directement ce projet-là, le faire corps et se l'approprier. Parce qu'il y a ce lien, ce filet de sécurité qui est présent. Les équipes
ce qu'elle souhaite, et c'est partie des facteurs aussi déterminants chez Petit Bateau, c'est qu'ils voulaient avoir une solution la plus centralisée. Ça veut dire qu'avoir un maître d'œuvre qui s'occupe de l'ensemble de la solution. Voilà. Donc, pour cela, il faut que ça passe par de l'innovation pour pouvoir proposer une solution la plus globale possible et la plus efficiente. Et puis, il faut que l'innovation soit la plus sûre possible, parce que l'impression textile, c'est devenu maintenant un événement primordial dans un atelier. On a beaucoup de clients qui ont une machine d'impression. Ils n'ont pas forcément une machine conventionnelle. Donc, il faut que la production puisse se faire au quotidien. Ce n'est plus une machine de prototypage, c'est une machine de production. Donc, l'équipement, il doit être opérationnel du lundi au vendredi et 365 jours par an. Et pour ça, il y a beaucoup d'innovations justement pour fiabiliser l'ensemble. Donc, par exemple, sur nos machines, c'est des systèmes de contrôle automatique des buses, c'est des systèmes de contrôle de corps étrangers pour sécuriser l'ensemble. C'est un système d'alignement automatique des têtes. C'est simplifier tout l'ensemble pour le rendre le plus sécure, le plus sûr. L'impression, elle doit être qualitative et répétable. Ça veut dire que Jean-Marc l'a bien exprimé, c'est que le système, il ne doit pas être moins 10 ans. Il doit être même mieux 10 ans. Il ne doit surtout pas générer de la gâche, parce que son Neo Fashion Green Days, c'est le meilleur déchet, ça reste celui qu'on ne produit pas, quoi. Donc, il ne faut pas avoir à refaire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une innovation qui est importante. Et puis, il y a une innovation, comme tu disais, Guillaume, qui est le travail sur les encres, parce que la politique RSE, ils ont une ADN où c'est chevillé au corps. Ça veut dire que au sein de Petit Bateau, leur tagline, c'est liberté, qualité, durabilité. C'est que pour eux, un vêtement durable, c'est celui qui dure. Voilà. Donc, il faut pouvoir aller repousser les limites de l'impression et de l'impression numérique avec des résistances lavage qui sont les plus importantes en restant dans leur standard de qualité, qui est que tout produit qui sort de chez Petit Bateau doit être Ecotex. Voilà. Donc, tout le process doit être Ecotex. Et donc, quand on veut pouvoir résister à des multiples lavages, hein, je crois, mais ça, je parle sous le contrôle de Jean-Marc Guillemet, c'est qu'un vêtement doit avoir 4 vies. Donc, on puisse le passer 4 fois. Voilà, 5 vies. Voilà, donc c'est bien, c'est encore un challenge pour nous. Mais voilà, donc ça veut dire que plus je rajoute de la durabilité, plus je rajoute des encres en résistance, il faut que je puisse garder justement des produits qui soient les plus agréables à porter, surtout pour la mode enfantine. Donc ça, c'est vraiment aussi un challenge, ça demande une innovation importante sur les encres, un travail énorme au niveau de nos laboratoires pour pouvoir justement permettre ça, et tout ça évidemment sans allergènes. Ça veut dire que vraiment que la production qui sort de chez Petit Bateau, on ne se pose pas la question du process d'impression, c'est le résultat qui compte. Et ça doit être dans les normes Petit Bateau. Et les normes actuelles, mais aussi les normes futures. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet sur du long terme. Voilà. Donc, moi, je vois que en termes d'innovation, ça fait partie pour moi simple, sûr, durable. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Apporter effectivement des évolutions des angles permettent d'apporter effectivement des réponses et de développer plus ces technologies qui, on le voit bien, font évoluer. Alors, ça fait évoluer grandement dans le fond le business model. C'est comme je disais au tout début avec Jean-Marc, c'est le changement de paradigme. Et donc, c'est pour ça qu'on va écouter maintenant Donatien, parce qu'il y a quand même, quand on cumule toutes ces solutions, on va quand même vers une solution, en tout cas partiellement, parce qu'elle ne sera sans doute pas l'ensemble du marché, mais vers une solution qui sera beaucoup plus évolutive et un changement beaucoup plus violent, mais en même temps, aujourd'hui, la mode et le textile ont besoin de ces grands changements. Donc, on va écouter Donatien sur la compilation de toutes ces solutions vers la digitalisation un peu plus large. C'est violent, mais c'est dans le respect de l'humain, toujours. Toujours, il faut. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, j'ai fait une petite présentation. Est-ce que vous le voyez bien ou pas? Alors, moi, personnellement, passe-moi à l'écran, je vois François en figé. Je ne sais pas si… Ouais. Alors, voilà. Ça m'angoisse d'être tiré comme ça. Ok, bon, écoutez, si on ne la voit pas, c'est pas bien grave. Hop.
En fait, j'avais refait un petit schéma très rapide de se dire quel était finalement le bilan au terme de Tekin le 20 octobre 2021 aura 4 ans, et ça fait 4 ans qu'on se sera lancé dans cette aventure avec Pierre et toute l'équipe. Et le constat initial, c'est de se dire, OK, bon, la planète brûle, ça, ce sont les émissions de CO2 et l'eutrophisation de l'eau, et donc la partie textile, en effet, a une responsabilité importante dessus. Les options par rapport à ça, c'était déjà produire moins, 2, produire de meilleurs produits, comme en effet tous les produits petits bateaux qui sont durables, et j'en sais quelque chose pour habiller mes enfants avec, et 3, produire une intuition forte à l'époque qui était de se dire s'il est possible de produire à la demande, bah, on coche ces 3 cases-là, puisqu'on sait qu'on va produire moins, on sait qu'on va pouvoir remettre de l'argent dans de la matière et dans de la confection, donc on va faire des produits qui sont plus durables. Et cerise sur le gâteau, on va produire dans des pays qui ont des énergies qui sont moins carbonées. C'est le cas en France de façon très importante grâce au nucléaire, et d'une façon générale en Europe par rapport à des pays comme l'Asie. Bilan des courses aujourd'hui, toutes les productions qu'on a faites, qui ont été exécutées en production à la demande, on a une 50aine de use cases faits avec une 15aine de marques, montrent qu'à partir du moment où on produit à la demande, on diminue la quantité de vêtements produits au total de 10 à 30%. Donc là, on se dit, yes, a priori, on a quelque chose. Il faut forcément aller vers là si on veut justement que la planète brûle moins vite et qu'on produise moins de vêtements. Deuxième cerise sur le gâteau, quand on produit 10 à 30% de vêtements en moins, on augmente la marge des marques de 5 à 20%, puisqu'on produit moins de vêtements, mais on produit les bons vêtements dans les bonnes tailles, les bonnes couleurs, et on les vend au bon prix. Et on n'a pas toutes les inefficacités liées à un Moi, j'ai perdu Donatien, je ne sais pas si les autres t'entendent. peut avoir un impact massif et important, puisque c'est la raison d'être de Tekin, c'est de développer les technologies digitales et robotiques pour permettre un essor massif et pérenne de la production à la demande en Europe. Si on veut massifier ça, comment on y arrive à l'échelle de l'industrie? Et on parlait justement de la technologie au service des hommes. Pour passer beaucoup de temps chez les marques, en général, les personnes qui sont responsables de production sont des personnes qui sont souvent très stressées, qui passent énormément de temps à aller chercher de l'information, à relancer des fournisseurs, à se demander où est tel rouleau, à se demander où est telle production, et à pressuriser les fournisseurs pour que la totalité des vêtements soit disponible au jour de lancement, bien que 80% des vêtements vont mettre 3 à 4 mois à être vendus. Ce qui ne fait pas de sens dans un système de production. Et donc, depuis 6 mois, on a fait une accélération très, très importante et une orientation majeure de nos développements sur le développement de l'ensemble de ces outils digitaux. Donc, on parle d'une plateforme web, on parle d'applications mobiles, on parle d'outils, en effet, robotiques connectés, 4.0, donc le Tech Center qui est à Saint-Denis, pour pouvoir avoir une industrie qui travaille de façon collaborative et qui travaille sur des logiques de production à la demande. Le principe principal de la production à la demande, c'est de fractionner la production à la semaine. Et en ça, on dit souvent qu'on est une boîte tech, mais on est une boîte tech au service, finalement, la technologie, c'est juste un outil au service de toute cette, de toute cette histoire que je viens de vous raconter. Oui, au service d'un changement de modèle. De meilleure qualité, et le faire dans une logique de se dire on va travailler dans la vitesse, mais pas dans la précipitation, et on le rend possible par la digitalisation et par le fait de devoir gérer des flux qui deviennent de plus en plus nombreux et complexes. L'ensemble des informations d'un circuit de production sont digitalisées et sont accessibles par les bonnes personnes en direct. Et c'est là qu'on pense qu'on a le levier le plus important, et c'est là que, en tout cas, le liant
de toute cette conversation est intéressant, c'est que si on veut réindustrialiser Alors là, j'ai à nouveau reperdu Donatien. Vous aussi? Bien. Est-ce que tu nous entends, Donatien? Même pas. Bon. Je suis désolée d'interrompre. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. La table ronde arrive à sa fin. On a un petit talk derrière, donc si on peut essayer de conclure en 2 minutes, est-ce que c'est possible? Bien sûr, on peut arrêter la table ronde maintenant, mais surtout qu'on a perdu Donatien, donc ça va être plus simple. Ouais. Voilà. Alors, on va juste répondre. Il y a une question pour François. Est-ce que les imprimantes peuvent s'utiliser sur du feutre? Ton micro est coupé, François. Et voilà, oui, tout à fait. On peut imprimer sur tout type de matière, dont le feutre. Voilà. Alors après, ce qu'il faudra regarder, c'est comme sur la maille. Ça veut dire qu'il faudra réduire la tension pour pouvoir abîmer la matière, mais c'est tout à fait, on peut imprimer dessus. Voilà, c'était pour répondre à la question qui avait été formulée. Voilà, bah, écoutez, on va conclure cette table ronde. Effectivement, on a quand même bien vu que... alors, résumer l'intervention de Donatien, bah, si on fait en quelques mots aujourd'hui, on voit bien que toutes ces technologies permettent de faire évoluer assez fortement, on va dire, les business models. Il y en aura sûrement plusieurs. Et effectivement, celui que pousse Tekin est un modèle de la mode à la demande, comme d'ailleurs celui que pousse l'atelier agile. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'on va quand même aller vers des solutions d'une forme d'hybridation sur lesquelles il y aura sans doute plusieurs types de fournitures. Aujourd'hui, on n'aura pas la capacité de réindustrialiser 100% de la production. On pourrait se demander si ce serait vraiment souhaitable. Mais voilà, on va aller sûrement vers un système dans lequel on continuera à produire sans doute une partie de l'activité dans les pays éloignés, sûrement dans des conditions sociales et des conditions écologiques meilleures, mais il y aura une place pour sûrement de l'Europe de l'Est et puis de l'Europe du Sud, un peu aussi pour l'Afrique du Nord sûrement. Et puis, il y aura une place pour le Made in France sur un certain nombre de produits et sans doute en amenant un service, en tout cas, différenciant et plus important. Voilà, je pense qu'on a terminé. Mathilde, merci. Merci Jean-Marc et Jean-Marc. Je retiens quand même que le vêtement a 5 vies, mais donc bientôt le vêtement va devenir un chat, il aura 7 vies, on n'en est pas très loin. Donatien, si tu nous entends, merci. François, à bientôt. Merci Mathilde, beaucoup. je vous rends la parole. Merci. Merci.